Salut! Si vous avez déjà eu à donner votre numéro de téléphone à un inconnu dans un bar ou en soirée, vous devrez absolument regarder cette vidéo avec attention. Je ne vous en dis pas plus, je vous invite à vous installer confortablement car l'histoire de Rebecca commence maintenant. Rebecca est née le 12 juin 1985 dans l'État de New York aux États-Unis. Elle a eu une enfance heureuse aux côtés de sa maman, Barbara Miller Rose, de son beau-père Larry Rose, ainsi que de son frère. C'était une enfant joyeuse et toujours de bonne humeur. Elle était très appréciée, que ce soit de ses amis, sa famille, mais aussi de ses professeurs. Becky, comme ses proches l'aimaient l'appeler, était une petite fille rayonnante. En 2009, lorsqu'elle avait 24 ans, elle vivait toujours au domicile familial dans l'État de New York. Elle était très proche de sa famille et plus particulièrement de sa maman. Elles faisaient beaucoup de choses ensemble. Elles avaient l'habitude d'aller au cinéma toutes les deux ou encore faire du shopping ensemble. Mais ce que Rebecca appréciait particulièrement, c'est que avec sa maman, elle se posait dans la cuisine pour préparer de bons repas. C'était pour elle le moment de se confier à sa maman. Elle lui disait beaucoup de choses. Barbara était un peu comme une confidente pour sa fille. Elles étaient toutes les deux très complices. Barbara était aussi son modèle et Rebecca rêvait d'être une infirmière comme elle. Elle s'occupait de personnes âgées et d'adultes autistes. Ce n'était pas un boulot facile, mais Rebecca aimait beaucoup s'occuper des autres. Elle était très attentionnée avec ses patients et était tout autant avec sa famille et ses amis. D'ailleurs, Rebecca, qui était une jeune femme extravertie, entourée d'amis appréciés plus que tout le soir venu, allait décompresser en sortant avec ses amis en boîte de nuit. Elle avait d'ailleurs un bon groupe d'amis et c'était une jeune femme très optimiste, agréable et de bonne humeur. Les gens étaient tout autant attirés par elle. La jeune femme adorait faire la fête, rencontrer de nouvelles personnes. Elle avait aussi beaucoup de succès avec les garçons. La jeune femme ne manquait pas de prétendants et depuis 3 mois, elle était en couple avec un certain Don âgé de 28 ans. Elle s'était d'ailleurs confiée à sa mère à ce sujet. Elle lui a même dit que entre elle et Dan, tout allait pour le mieux. La relation se passait bien et elle sentait que c'était sérieux entre eux. Le jeudi 3 décembre 2009, lors d'une soirée d'hiver, Rebecca avait prévu de sortir faire la fête avec ses amis dans un bar branché, accompagnée de Dan, son petit ami, ainsi que plusieurs autres amis à elle. Ils se rendirent donc ce soir-là dans 2 bars différents. Ils passèrent une bonne soirée et vers 3h20 du matin, lorsque le bar dans lequel ils se trouvaient était sur le point de fermer ses portes, ils décidèrent de rentrer chez eux. Tout ce petit groupe était venu dans la même voiture et c'est Rebecca qui fut déposée en premier chez elle, sur le bas de la porte. Elle prit le temps de faire un bisou à son petit ami, de lui souhaiter une bonne nuit, puis elle rentra chez elle. Sa maman, qui connaissait bien les dangers de la nuit, lui a demandé de lui envoyer un petit message lorsqu'elle serait rentrée à la maison. Ainsi, elle serait rassurée d'avoir sa fille en sécurité. En effet, elle était infirmière de nuit et elle était souvent absente lorsque sa fille revenait en soirée. Aussi, ce soir-là, après être rentrée chez elle, elle envoya un SMS à sa mère pour lui dire que tout s'était bien passé et qu'elle était à la maison et qu'elle allait se coucher. Barbara était rassurée. Malheureusement, c'est la dernière fois que quelqu'un aura des nouvelles de Rebecca. Le lendemain matin, lorsque sa maman rentra du travail, tout semblait normal. La voiture de Rebecca était garée dans l'allée, son sac accoutumé posé sur la table. Tout avait l'air comme d'habitude. Lorsque Barbara essaya de regarder dans sa chambre, elle constata que Rebecca n'était pas dans son lit. Sa mère tenta de la rejoindre sur son téléphone portable, mais elle tomba directement sur la messagerie. Elle lui envoya ensuite un message en disant qu'elle avait finalement passé la nuit chez son petit ami. Puis elle est partie se coucher.
Quelques heures plus tard, lorsqu'elle se réveilla, Rebecca n'était toujours pas là. Ce qui semblait de prime abord plutôt normal puisque ce jour-là, elle travaillait. Elle pensait donc qu'elle était passée un coup de vent à la maison, qu'elle avait dû récupérer ses affaires avant de se rendre au travail. Malheureusement, elle constata rapidement que le sac de sa fille était toujours là, au même endroit, sa voiture aussi, ainsi que ses vêtements de travail, ce qui laissait supposer qu'elle ne s'est pas rendue au travail ce matin-là. Ce n'était pas du tout dans les habitudes de sa fille d'agir ainsi, d'autant plus qu'elle n'avait pas répondu ni à ses appels. Elle tombait directement sur sa messagerie. Barbara s'inquiète. Elle décida alors de contacter Dan, le petit ami de sa fille, afin de savoir s'il savait où elle se trouvait. Peut-être elle était toujours avec lui. Malheureusement, celui-ci fut fort surpris par cette affaire. Il n'était pas avec Rebecca. Il lui raconta qu'il avait déposé le soir précédent vers 3h30 du matin. Il avait vu rentrer à la maison et il était reparti. Depuis, il n'avait eu aucune nouvelle d'elle. Il savait qu'elle envoyait toujours un petit message à sa mère en rentrant. Il lui demandait si elle avait fait cette nuit-là. Sa mère lui répondit qu'elle avait bien reçu son message, mais depuis, elle était injoignable et introuvable. Barbara, qui était de nature plutôt inquiète, se rendit immédiatement à la police, afin de leur faire part de l'étrange disparition de sa fille. Une fois c'est arrivé, celle-ci fut enregistrée et les enquêteurs se mirent aussitôt au travail. Ils commençaient par interroger toutes les personnes qui avaient passé la soirée avec elle, mais chacun a raconté la même version. Il avait déposé chez elle vers 3h30 du matin, puis ils étaient repartis. Sa famille et ses amis étaient très inquiets car ils savaient que ce n'était pas dans ses habitudes de disparaître sans laisser de traces et surtout ce n'était pas dans ses habitudes de laisser sa mère sans nouvelles. Alors que les enquêteurs faisaient leur travail d'investigation, tous les amis et la famille de Rebecca se réunissaient chez elle pour organiser et passer à l'action. Ils se divisent en plusieurs groupes et partirent la chercher dans des endroits qu'elle avait l'habitude de fréquenter. Ils avaient imprimé des tracts avec la photo de la jeune femme. Ils faisaient du porte-à-porte, interrogeaient les voisins qu'ils croisaient dans l'espoir de trouver un indice. Où se trouvait Rebecca et que lui est-il arrivé? Malheureusement, tout cela ne donne à rien. Barbara, sa mère, avait sur son téléphone portable une application qui permet de la géolocaliser. Aussi, sa famille aspire que grâce à cette application, il pourrait enfin savoir où elle se trouvait. Malheureusement, le téléphone étant éteint, rien ne permettrait sa géolocalisation. Cela faisait à présent 24 heures que Rebecca avait disparu et personne n'avait eu de ses nouvelles. Tous ses proches commençaient à s'inquiéter, ce n'était vraiment pas dans ses habitudes d'agir ainsi. De leur côté, les policiers avaient appris que le soir de sa disparition, elle s'était rendue dans de différents cafés. Ils décidaient donc de s'y rendre pour interroger le personnel et visionner les images des caméras de surveillance. C'étaient les derniers endroits où Rebecca avait été vue vivante et ils espéraient pouvoir trouver un indice, quelque chose. Effectivement, en visionnant les images des caméras de vidéo de surveillance du dernier bar fréquenté par le groupe d'amis, ils purent voir que Rebecca, à plusieurs reprises lors de cette soirée, semblait bien s'amuser, danser, elle a bu pas mal de verres, mais une séquence attira particulièrement leur attention. En fin de soirée, alors que ses amis étaient assis plus loin, une table, elle, de son côté, était partie au bar chercher un verre. Là, alors qu'elle attendait d'être servie, elle fut abordée par un homme grand à la peau noire. Il parle un petit moment, visiblement, il flirtait. Rebecca riait et le mystérieux inconnu lui tend son téléphone. On pouvait voir ensuite que Rebecca écrit dessus et rend le téléphone à son propriétaire. Après cet échange, les deux jeunes gens se séparaient. C'était la fin de soirée et les enquêteurs ont conclu qu'elle avait dû certainement lui donner son numéro de téléphone portable. Ils interrogent aussitôt les amis de Rebecca pour savoir si quelqu'un savait qui était cet homme. Malheureusement, aucun d'entre eux ne reconnut l'homme présent sur les images.
Il ne savait pas qui il était, il ne savait même pas que ce soir-là, elle avait échangé avec lui. À présent, les enquêteurs semblaient avoir un petit peu quelque chose, mais il fallait réussir à identifier cet inconnu. Ce n'était pas chose aisée car personne ne semblait le reconnaître. Du côté de la famille, l'inquiétude était à son comble. Cela faisait maintenant 33 jours qu'elle avait disparu et il n'avait aucune idée de ce qui aurait pu lui arriver. C'est lors de cette interminable attente que Barbara reçut sur son téléphone portable un message provenant du téléphone de sa fille. Elle lui disait qu'elle était retenue prisonnière par son petit ami. Vous imaginez bien dans quel état était Barbara lorsqu'elle a lu le message. Elle pensait immédiatement que Rebecca avait été kidnappée. Elle n'a pas aussitôt rappelé sur son téléphone portable. Elle pensait à juste titre que s'il lui avait envoyé un message, c'est qu'elle avait son téléphone avec elle et qu'il était donc allumé. Elle essayait donc une nouvelle fois de la recontacter et tomba directement sur sa messagerie. Son téléphone était de nouveau éteint et donc impossible de la localiser. Suite à ce message que lui glaça le sang, sans tarder, elle contacta la police et ses amis pour leur dire qu'elle avait reçu un message de Rebecca et qu'elle était retenue captive chez son petit ami. Toutes les personnes qui aidaient la famille dans les recherches se dirigeaient immédiatement vers le domicile de Dan. Lorsqu'ils arrivent, la police était déjà sur place en train de l'interroger. Mais celui-ci semblait surpris, Rebecca n'était pas chez lui. Alors que certains policiers l'interrogeaient, d'autres commençaient à fouiller sa maison de fond en comble. Aucune trace de Rebecca. La police avait des raisons de soupçonner son petit ami, car d'abord c'était le dernier à l'avoir vue en vie. De plus, le fait qu'elle ait échangé son numéro de téléphone avec un inconnu est potentiellement un mobile pour le crime. Peut-être était-il jaloux, peut-être que les choses ne se passaient pas si bien entre eux. Cet échange au bar avec un inconnu aurait pu être un déclencheur. Les enquêteurs en ont envisagé la possibilité que Dan retenait Rebecca prisonnière ailleurs. La mère de Rebecca était sous le choc. Elle ne savait plus quoi penser, elle connaissait Dan depuis peu, elle savait que sa fille était amoureuse de lui, elle avait elle-même rencontré plusieurs fois, il lui avait fait toujours bonne impression. Mais peut-on vraiment connaître une personne en quelques mois? Quelques heures après avoir reçu le premier message, Barbara reçut un deuxième message provenant là encore du téléphone de sa fille. Cette fois-ci, elle lui disait être retenue prisonnière enchaînée dans un sous-sol. Ce message effroyable se terminait ainsi et il était écrit en lettres capitales « Ne le dis surtout pas à Dan ou il me tuera ». En effet, le lendemain de sa disparition dans l'état voisin du Connecticut, un automobiliste avait aperçu ce qui ressemblait à un feu de broussailles au milieu d'un champ. Il était donc parti voir ce qui était et c'est avec effroi qu'il a découvert que c'était un corps qui était en train de calciner. Il avait immédiatement contacté la police. Manifestement, le corps avait été enveloppé dans des couvertures et des sacs en plastique. Il avait ensuite été déposé au milieu d'un champ recouvert de liquide inflammable et allumé. Le corps n'était pas identifiable d'abord parce qu'il était brûlé, mais surtout parce que celui qui avait déposé le corps là-bas avait tout mis en place pour que le corps ne puisse pas être identifié. C'était une véritable vision d'horreur. Le corps était gravement mutilé, il manquait des doigts, les orteils. Certaines parties du corps avaient été scalpées pour effacer toute trace de tatouage. Le visage était aussi méconnaissable. Il manquait le nez, les oreilles et la tête était quasiment détachée du corps. Les policiers savaient seulement que la victime était une jeune femme. Le lien entre la disparition de Rebecca et le corps ne fut pas immédiat, d'abord parce que il se trouvait dans un état différent et en plus parce qu'il se trouvait pas plus de 3 heures de route de l'endroit où vivait Rebecca. Ce n'est que 5 jours plus tard que les résultats tombèrent, confirmés par les dossiers dentaires que c'était bel et bien le corps de Rebecca. Sa famille était effondrée. Tous ses proches pensaient immédiatement que c'était Dan qui l'avait tué. Ils espéraient tous qu'il se fasse
arrêté. Toutes les apparences étaient contre lui. Il était le dernier à l'avoir vue vivante, il la connaissait depuis peu et en plus il avait en mobile, elle avait donné son numéro de téléphone à un inconnu. Malgré tout, la police l'écarte définitivement de la liste des suspects potentiels. Pour eux, il n'avait rien à voir avec le meurtre de Rebecca, il était innocent. La famille était sous le choc, ils ne comprenaient pas qui aurait pu faire ça. Il n'y avait aucune trace d'effraction, ce qui était supposé qu'elle était volontairement quittée de chez elle cette nuit-là. Mais qui aurait pu convaincre Rebecca de sortir en pleine nuit le ou la rejoindre. En même temps, la police va récupérer les relevés téléphoniques de la pauvre jeune femme et voici ce qu'ils vont découvrir. Ce soir-là, vers 3h30, après avoir été déposée par son petit ami, elle avait tout d'abord bien envoyé un message à sa mère. Cependant, après cela, elle avait reçu 2 appels téléphoniques dont l'un durera 17 minutes, ce qui signifiait qu'elle avait passé un certain temps à discuter avec cette personne au téléphone, mais avec qui elle aurait pu parler cette nuit-là. En faisant des recherches, il réussit à mettre un nom sur le fameux numéro de téléphone. Il appartenait à un homme de 33 ans nommé Evans Gandhi. Il demande immédiatement aux amis et aux membres de la famille de Rebecca s'ils connaissaient cette personne, mais personne ne semblait le reconnaître. Lorsqu'il put mettre un visage sur ce nom, il reconnaît immédiatement l'homme avec qui elle avait discuté et échangé son numéro lors de cette tragique soirée. Dans la foulée, Evan fut interrogé. Il a admis avoir échangé son numéro de téléphone ce soir-là avec Rebecca au bar, mais il n'avait eu aucune nouvelle d'elle. Il ne savait même pas qu'elle avait disparu. La police savait pertinemment qu'ils avaient tous les deux discuté au téléphone, mais sur ses aveux, il n'y avait aucune preuve le reliant au corps de Rebecca. Evans accepta néanmoins qu'on prélève ses empreintes ainsi que son ADN. Parallèlement, les enquêteurs obtiennent un mandat de perquisition afin d'aller fouiller sa maison, son garage et sa voiture. Ainsi, dans sa maison, ils découvrirent, en allant fouiller son garage, ils constatent qu'il y avait une forte odeur de javel. De plus, tout était parfaitement propre, ce qui met tout de suite la puce à l'oreille des enquêteurs. En effet, la plupart des garages sont plutôt sales et dérangés. Avait-il quelque chose à cacher? Et c'est en fouillant son véhicule qu'il découvre la preuve la plus incriminante. Il y avait énormément de sang dans la voiture, notamment sous le siège passager. Quasiment au même moment, les résultats des empreintes d'ADN arriva et il s'avéra que l'une des empreintes d'Eva fut miraculeusement retrouvée sur l'un des rubans adhésifs qui avait servi à scotcher la pauvre Rebecca. Les policiers qui avaient contre lui de forts soupçons étaient à présent soulagés. Ils avaient une preuve directe le reliant au corps de Rebecca. Cependant, avant de l'inculper, ils décidaient de le confronter. Une nouvelle fois, au regard des nouvelles preuves, ils ne pouvaient plus nier l'évidence. Et voici ce qu'il raconta. Effectivement, ce soir-là, Rebecca et lui avaient un peu flirté au bar et elle avait accepté de lui donner son numéro de téléphone. Plus tard dans la nuit, il l'avait contacté, ils avaient un peu discuté et s'étaient mis d'accord pour que la jeune femme vienne finir la soirée ou plutôt la nuit chez lui. Il est donc allé la chercher devant elle et Rebecca lui a suivi. En arrivant chez lui, une fois dans le garage, elle avait commencé à se sentir mal, elle toussait, elle avait mal à reprendre son souffle et toujours selon ses dires, elle commençait à baver de la mousse blanche. Elle était toujours en tenue de soirée et portait des talons hauts et dans un mouvement maladroit, elle s'était alors embranchée à des artères se trouvant sur le sol du garage et elle tombait se frappant violemment la tête contre le sol. Lorsqu'il assistait à la scène, il semblerait l'aider mais malheureusement, il s'est rendu compte qu'elle ne respirait plus. Rebecca était morte. Cette chute lui aurait été fatale selon Evans. Totalement paniqué, il avait extrêmement peur qu'on l'accuse d'y être pour quelque chose. Il avait alors décidé de ne contacter personne et se dépêchant de se débarrasser du corps et d'effacer toute trace de sa présence chez lui. Décidé à ne pas être un criminel, il entreprit sa découpe. Il commença par lui couper les doigts, les orteils,
Ensuite, il se met à lui retirer la peau des endroits où elle avait des tatouages afin que personne ne puisse l'identifier. Et il lui sectionna également le nez et les oreilles. Puis il enveloppa le corps dans des couvertures et des sacs en plastique, la plaça dans le coffre de sa voiture et prit la route en direction du Connecticut. Et voilà, sa version ne correspondait pas avec les preuves médico-légales. En effet, même si le corps était gravement endommagé lors de sa découverte, le médecin légiste avait tout de même réussi à déterminer que la pauvre Rebecca était décédée de suite de blessures à l'arme blanche au foie. Visiblement, Evan mentait. D'ailleurs, personne ne crut à sa version de l'accident. Il réussit à récupérer les images de vidéosurveillance du ferry. Effectivement, ils l'ont aperçu, mais ce qui les frappa, c'est qu'ils n'avaient pas du tout l'air paniqués ou inquiets. Il semblait plutôt calme et serein, ce qui ne correspondait pas du tout avec sa version. Pour les policiers, les faits ne s'étaient pas du tout déroulés ainsi. Selon eux, Evans et Rebecca, après avoir un peu flirté ce soir-là, au téléphone, ils ont décidé de se voir. Ils pensaient que le meurtre n'avait pas eu lieu chez lui, mais plutôt dans sa voiture, ce qui expliquerait la grande quantité de sang retrouvé sous le siège passager. Evan aurait ensuite, toujours selon la police, amené le corps de Rebecca chez lui où il le mutila, sans risque d'être dérangé dans l'intimité de son garage. Il le chargea ensuite dans sa voiture et prit la route direction du Connecticut pour s'en débarrasser. Lors de son procès, Evan fut reconnu coupable du meurtre au second degré et condamné à la prison à vie avec une peine minimale de 25 ans. Malheureusement pour la famille, il n'apportera aucune explication concernant ce crime barbare. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. On se retrouve dans une prochaine vidéo.